C'est Sébastien, il est hacker et étudiant en physique à Dresden. Et il a étudié la physique et il a pensé que chacun aurait besoin d'une meilleure compréhension de mécanique quantique parce que c'est une des théories les plus mal utilisées dans le grand public. Et donc on en abuse pour démontrer n'importe quoi. Il voudrait changer ça et avoir des gens qui comprennent quelque chose. Et donc il va commencer aujourd'hui avec chacun d'entre nous et nous expliquer les merveilles de la mécanique quantique. Merci pour votre accueil. Donc ça va être à propos de mécanique quantique. Et donc on va voir à quel point douce et introduction sera un mensonge en fonction de votre compréhension. Et donc je vais vous présenter d'abord quel est le but de cette présentation. On va discuter à propos d'expériences. Donc la plupart du temps ça sera de la physique de lycée. Et ensuite ça va être moche et on va parler de théorie. On va écrire les équations de la mécanique quantique. Et on va essayer de les rendre plausibles et compréhensibles pour les gens. Et enfin, on va parler de quelques applications. Donc le concept et le contexte, c'est qu'on va revoir les expériences clés. Ça ne sera pas historique, donc on va partir d'expériences et en déduire une théorie. Donc la mécanique quantique, c'est assez abstrait. C'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler visuel. Donc on va avoir besoin de mathématiques. Et donc c'est un peu de l'algèbre linéaire sur stéroïdes. Et donc il va falloir se forger une intuition en fait qui dépasse un peu la physique classique qu'on a l'habitude de voir. Et donc il y aura des petits crash courses de maths quand on en aura besoin. Et désolé pour les mathématiciens qui risquent de souffrir un peu parce que je mens beaucoup. Donc d'abord, comment est-ce qu'une théorie scientifique fonctionne ? Donc pour comprendre la mécanique quantique, il faut comprendre comment est-ce que ça a été créé et comment en général les théories scientifiques sont créées. Donc une théorie scientifique, c'est un réseau de propositions interdépendantes. Donc par exemple, quand F égale ma en mécanique classique et puis que la force gravitationnelle c'est proportionnel au produit des masses divisé par la distance au carré. Quand on fait le tour, qu'on fait des observations, quand on écrit des théories et quand on fait des mesures, on teste les hypothèses et on essaie de voir laquelle de nos théories décrit au mieux les résultats expérimentaux. Donc les hypothèses en fait qui restent sont celles qui sont les hypothèses qui vérifient les tests expérimentaux en fait sont celles qu'on ajoute à la théorie. Mais il y a eu des nouveaux résultats qui étaient pas consistants avec qui n'étaient pas cohérents avec la théorie. Et donc la théorie devait être améliorée de la façon la plus simple. Donc c'est un peu le rasoir d'Occam, donc où on cherche le moyen le plus simple pour que tous les résultats expérimentaux puissent être expliqués. Et évidemment, oui, donc par exemple, on peut comparer ça aussi au principe de moindre surprise en ingénierie. Et évidemment, il faut que la nouvelle théorie explique pourquoi la théorie précédente marchait en fait et a marché pendant 200 ans alors qu'elle n'était pas vraie.
Et donc la nouvelle théorie doit contenir l'ancienne dans une certaine limite. Donc pour commencer avec la mécanique quantique, donc au niveau temporel, donc on parle là de la fin du 19e siècle et le début du 20e. Donc on avait juste une simple équation pour la mécanique classique qui était la force qui égale au produit de la masse fois l'accélération. On avait donc deux forces principales, donc la gravitation, qui est une interaction à distance, et les équations de Maxwell, donc qui régissent l'électrodynamique, électromagnétisme. Et donc cette écriture un peu bizarre, en fait, c'est une façon compacte d'écrire toutes les équations de Maxwell d'un coup, qui donne en fait la force de Lorentz, donc la force électromagnétique. Et en plus, on a les statistiques de Maxwell-Boltzmann qui décrivent pas mal de choses, mais qui sont un peu bizarres à expliquer. Et donc on a eu des résultats expérimentaux qui ne pouvaient pas être expliqués par la physique classique en mettant des hypothèses raisonnables, donc par exemple l'effet photoélectrique. Ensuite, les lignes d'émission, les raies d'émission spectrales de certains atomes, donc qui ont été mis en évidence par notamment les expériences de Bunsen et Kirchhoff. Donc vous reconnaissez peut-être le Bunsen de votre bec benzène en TP de chimie. Ensuite, la radioactivité et aussi la stabilité des atomes quand on les bombarde avec des particules alpha, par exemple, donc de l'hélium, les expériences de Rutherford. Et le rayon de particules chargées émis par une cathode, donc ce qui a donné plus tard la télé. Donc maintenant, en plus de détails pour les expériences. Donc le gros avancement, ça a été les tubes à vide. Donc vous prenez un morceau de verre, vous sortez l'air qu'il y a dedans, et vous mettez des choses dedans, des expériences. Et donc voilà, une de ces expériences, c'est donc le rayon cathodique. Donc vous avez ce qu'on appelle un canon à électrons. Donc vous avez une électrode qui est chauffée. Et donc elle a de l'énergie et elle va émettre en fait dans le vide. Ensuite vous avez une électrode qui fait le tour et une plaque qui va devant, qui est chargée positivement. Et donc on va accélérer en fait les électrons émis vers la plaque. Et il y a un petit trou dans la plaque qui permet aux électrons d'être éjectés en fait. Et donc si en plus dans le tube on met pas seulement on n'enlève pas tout et on laisse un gaz, ça permet d'émettre de la lumière et de voir le trajet des électrons en fait. Et après on essaie de jouer avec ça, on le met dans les champs magnétiques, dans les champs électriques, on rajoute des écrans fluorescents devant, etc. Et donc les résultats, c'est que étant donné que les atomes sont neutres, ça veut dire qu'il y a un composant positif dans les atomes, en plus de composants négatifs qui est les électrons. Donc on avait un modèle des atomes qui était un peu comme un pudding aux prunes, avec des électrons, donc des particules chargées négativement et des particules chargées positivement. Et donc les expériences de Rutherford et aussi Marsden et Geiger montrent que si vous avez une feuille d'or, donc que vous pouvez marteler pour être suffisamment fine, et que vous la bombardez avec des particules alpha, donc de l'hélium, qui peut être produit par la désintégration radioactive de certains éléments, donc à l'aide de la désintégration alpha. Et donc en fait, cette expérience a mis en évidence que ces particules étaient déviées, en fait, et ça a contredit l'hypothèse
que l'atome est massif et dense. Et ça met en évidence en fait que l'atome est formé de beaucoup de vide et d'un petit cœur positif, d'un petit noyau positif, et entouré par un nuage d'électrons. Et donc lui, il pensait à des électrons en orbite. Et donc le problème, c'est que des électrons, en fait, qui sont en orbite autour d'un atome, en physique classique, ça doit rayonner. Et donc ça peut pas être stable. Et donc des atomes qui sont stables et composés de noyaux et d'électrons, bah, c'était pas possible selon la physique classique. Donc là, c'était assez clair que la physique classique avait des problèmes à ce moment-là. Et ensuite, l'expérience suivante, donc c'est l'effet photoélectrique. Ce qui est montré ici, c'est un phototube, donc c'est un tube à vide fait de verre. Et dans le tube, il y a une plaque de césium, une couche de césium, et un cercle conducteur autour. Et donc il y a un courant qui circule à l'intérieur de ce tube quand il y a de la lumière qui tombe sur ce réseau, sur cette feuille de césium. Et donc on s'est rendu compte que en fait on a une tension de seuil, donc à partir de laquelle on a effectivement un courant, et cette tension de seuil en fait est proportionnelle à la longueur d'onde de la lumière. Et donc Einstein en a déduit qu'il devait y avoir de l'énergie dans le champ électromagnétique, donc qui est ce qui est à l'origine de la lumière. Donc pour notre vue actuelle, c'est pas une expérience très compliquée, mais à l'époque c'était très important. Et donc ensuite il y avait aussi cet effet un peu bizarre que les atomes avaient des lignes d'émission des raies d'émission et d'absorption qui étaient discrètes. Donc si vous avez un tube qu'on appelle un tube à décharge, donc où vous avez un gaz diffus entre deux électrodes, et vous mettez un champ électrique entre ces deux électrodes, et donc vous allez avoir un éclair qui va se produire, et donc vous allez faire émettre de la lumière aux particules, et si vous observez cette lumière à travers un réseau de diffraction, vous allez voir que chaque atome en fait a des lignes d'émission qui sont très bien déterminées et très bien séparées, et que chaque atome en fait a son propre spectre, et des raies d'absorption qui sont complémentaires avec ça. Et donc encore pire, donc quelqu'un qui prend un canon à électrons et qui l'envoie sur un monocristal, donc c'est-à-dire une espèce de réseau de diffraction mais beaucoup plus fin, fait avec des atomes. Et donc on a observé que les électrons montraient aussi une figure de diffraction, alors que les électrons, ce sont des particules, alors que les interférences, on pensait que c'était lié à une onde. Donc depuis Newton, on pense que les électrons sont des petites billes, et comment est-ce que des petites billes peuvent montrer des figures d'interférence? Et donc il y a encore plus, par exemple la radioactivité avec la décroissance aléatoire des noyaux. Ça n'avait pas vraiment d'explication classique, c'était pas terrible. Et donc il y avait d'autres effets. Par exemple, si vous essayez de mesurer la position d'une particule, et vous avez plusieurs positions, plusieurs capteurs, la particule va montrer être passée par une seule des positions, mais pourtant elle va montrer une figure d'interférence quand vous allez répéter l'expérience avec plusieurs électrons. Donc il y a vraiment une différence entre le trajet de la particule et la façon dont on mesure la position de la particule.
Et si on fait l'expérience en essayant de mesurer par quelle fente la particule est passée, en fait, on se rend compte que la, la figure d'interférence disparaît. Et par contre, si on, si on se débarrasse de cette information d'une façon cohérente, en fait, l'interférence va réapparaître. Du coup, là, nous allons commencer par la théorie. Et la théorie va commencer avec beaucoup de mathématiques. Tout d'abord, les nombres complexes. Donc, qui ne connaît pas les nombres complexes? Bon, bah du coup, désolé pour ceux qui ne connaissent pas les nombres complexes. Va falloir, je vais vous ignorer pour passer à la suite. Donc, les nombres complexes, ils sont constitués de deux composants qui sont des nombres réels et l'un d'entre eux est multiplié par i et il est décrit comme i au carré égale moins 1. Et et donc les nombres complexes servent à représenter pas mal de choses et donc en fait on peut faire pas mal de choses et il y a des choses très jolies comme une fonction qui est dérivable au sens complexe, elle est dérivable à l'infini et ce genre de choses, c'est très joli. Et ensuite on passe aux espaces vectoriels. Donc on a des donc on a un ensemble de vecteurs et à côté on a un ensemble de scalaires, donc on va utiliser des nombres complexes. On a un vecteur nul, on peut faire l'addition de deux vecteurs, on peut multiplier les vecteurs par un scalaire. Et on a des lois intéressantes sur comment fonctionnent les vecteurs pour que ce soit pratique à utiliser. Ensuite, maintenant, la partie un peu plus compliquée, donc les espaces L2. Donc, les espaces L2 sont en fait une espèce d'extension à une dimension infinie des espaces vectoriels. Donc, dans notre espace qu'on connaît bien, on a trois directions x, y, z. Et là, on a plutôt des fonctions. Et donc d'un côté, on a nos vecteurs, où le vecteur x a dans chaque direction i une composante xi, et de l'autre côté, la fonction qui, dans chaque point x, a une valeur f de x. Et donc on peut définir une mesure de la fonction, donc une norme, en faisant l'intégrale du carré de la fonction. Et en fait, l'intérêt de cette norme-là, c'est qu'elle dérive d'un produit scalaire. Et donc, juste en montrant, enfin, petite précision, donc cette petite étoile sur le produit scalaire, ça veut dire que on fait le conjugué du nombre complexe. Donc ça revient simplement à remplacer i par moins i dans l'expression du nombre complexe. Et donc l'espace L2, en fait, c'est l'espace des fonctions pour lesquelles cette norme de l'intégrale du carré est définie. Et donc, en fait, cet espace est complet, c'est-à-dire que, en fait, on a beaucoup de choses, pour faire simple, on a beaucoup de choses de la dimension finie qui continuent à fonctionner, en fait, là-dedans. Et donc, les mathématiciens ont fait beaucoup de travail là-dessus. Mais en tant que physicien, on essaye juste de faire un peu attention à ce qu'on fait et on se sert de ce qui nous est utile. Et donc maintenant qu'on a ces nombres complexes, et on peut essayer de comprendre comment les particules sont décrites en physique quantique. Donc en fait, on sait que les électrons, enfin,
les électrons sont des particules chargées, l'électromagnétisme décrit des ondes, et par contre les électrons sont pas des ondes, mais pourtant l'hypothèse de Broglie c'était de dire que les électrons ont une longueur d'onde, donc ce qui permettrait d'expliquer ces interférences. Et donc ce qui est impressionnant, c'est qu'à partir de ça, on peut dire que on peut décrire en fait une fonction d'onde dont en fait la norme au carré donne la probabilité en un point qu'on mesure la position de la particule à cet endroit-là. Et donc ça nous permet de décrire en fait la probabilité de présence d'une particule plutôt que la position directe. Et en utilisant en fait des noms complexes, ça nous permet de décrire notamment ces figures d'interférence. Et donc il y a beaucoup de textbooks qui disent bon bah voilà, ça c'est la dualité onde-corpuscule, blablabla. Et donc qui disent que les objets quantiques sont soit ondes, soit particules, mais moi je préfère dire qu'en fait ils sont ni l'un ni l'autre. Et donc maintenant qu'on a une fonction d'onde complexe, pourquoi on n'utiliserait pas simplement une onde plane avec une probabilité complexe comme les états de quantité de mouvement choisis. Donc le problème de ces fonctions-là, c'est qu'elles ne sont pas normalisées. Elles ne sont pas dans l'espace de Hilbert en fait. Donc le module de cette fonction, c'est 1 sur 2π partout. Mais on peut écrire la superposition de n'importe quel de ces états par transformée de Fourier. Et donc en fait ces fonctions de base sont juste les fonctions de base de la transformée de Fourier. Et donc ça veut dire qu'on peut écrire n'importe quelle fonction à l'aide de cette base. Et donc on peut dire en conclusion que par transformée de Fourier, on peut passer d'une fonction de la position à une fonction de la quantité de mouvement, et qui contiennent la même information à propos du système. Et en plus, ça implique aussi la relation d'incertitude que vous connaissez peut-être, et qui fait le lien en fait entre une fonction d'onde très réduite soit en position, soit en quantité de mouvement, et au contraire une fonction d'onde très étalée dans l'autre domaine. Et donc ensuite, on peut définir des observables qui sont des opérateurs en fait sur l'espace des états. Donc par exemple, si on a un espace de dimension finie, on peut appliquer une matrice à des vecteurs pour obtenir d'autres vecteurs. Et là, on peut faire la même chose. Et en fait, on fait l'hypothèse que si on veut mesurer quelque chose, on applique simplement un opérateur à la fonction d'onde pour faire cette mesure. Et en fait, une observation va toujours donner une valeur propre de cet opérateur. Et donc, on peut effectivement définir des valeurs propres et des vecteurs propres pour ces opérateurs L2. Et donc, des opérateurs qui ne commutent pas ont des états propres qui sont pas communs. Et donc, on peut pas écrire l'espace de tous les états par une base qui décrit à la fois des états propres des deux opérateurs. Et par exemple, l'opérateur de quantité de mouvement moins i fois h bar fois l'opérateur gradient et l'opérateur position qui est juste x ne commute pas, et donc on peut pas mesurer, on peut pas décrire les étapes par à la fois la position et la quantité de mouvement. Et donc a measure for how much two operators do not commute.
Donc pour aller un peu plus loin sur les opérateurs, juste pour que ce soit clair. Donc un opérateur linéaire, ça veut dire qu'on peut, si notre argument est une combinaison linéaire, ben on peut appliquer l'opérateur au vecteur individuel et faire la combinaison après. Et la multiplication d'opérateurs, c'est juste le fait d'appliquer successivement les opérateurs. Et donc ensuite, il y a des opérateurs inverses pour certains opérateurs. Donc tels que si on combine les deux, ben, ça donne l'identité, donc on n'a rien fait. Et ensuite, on a aussi les opérateurs adjoints, donc avec le produit scalaire. Donc on a vu qu'il y avait cette petite étoile de la conjugaison qui veut dire que le produit scalaire en fait n'est pas totalement linéaire par rapport à son premier argument. Parce que si on multipliait si on multiplie le premier vecteur par un scalaire, en fait, le produit scalaire va être multiplié par le conjugué complexe de ce scalaire. Et donc l'adjoint est défini par le produit scalaire comme une permutation en fait dans le produit scalaire. Et donc dans des espaces réels, en fait, c'est l'analogue avec la transposition. Et donc maintenant qu'on a les opérateurs, on peut définir les espérances. Donc formellement, on ne sait pas ce que ça veut dire ces espérances, mais ça a quelque chose à voir avec l'opération qu'on fait. Et donc en fait, si on peut faire l'hypothèse que cette espérance, en fait, c'est le résultat qu'on obtiendra statistiquement en préparant plein d'expériences dans ce même état et en faisant des mesures. Et donc maintenant encore quelques maths, donc après avec les problèmes aux valeurs propres. Donc vous pouvez diagonaliser des matrices et des opérateurs. Vous résolvez en fait une équation de la forme A psi égale lambda psi, donc où A est un opérateur. Et donc si une fonction psi existe de telle façon, alors on l'appelle un vecteur propre. Et si un tel lambda existe, alors c'est la valeur propre correspondante. Et ce qui peut se passer, c'est que pour une valeur propre, il y a plusieurs vecteurs propres. Donc qui forment un espace de dimension plus que 1. Et en fait, si on a un opérateur particulier qu'on appelle hermitien, donc qui est égal à son adjoint, alors on peut démontrer que toutes ces valeurs propres sont réelles. Et donc ce qui est bien avec ces matrices diagonalisées, c'est que on peut écrire n'importe quel vecteur comme en fonction des vecteurs propres de cet opérateur. Donc comme quand vous diagonalisez une matrice, vous avez une nouvelle base sur laquelle vous pouvez décrire tous les vecteurs, bah là vous pouvez faire pareil avec les opérateurs. Et donc pour un opérateur hermitien, on a une propriété intéressante qui est que les vecteurs propres d'un opérateur hermitien sont orthogonaux si les valeurs propres associées sont différentes. Et donc ça veut dire que deux vecteurs de base ont toujours un produit scalaire nul s'ils correspondent à des valeurs propres différentes. Et on peut choisir des vecteurs de base qui sont normés, donc en calculant leur produit scalaire. Et maintenant, on peut essayer de comprendre comment cette fonction psi qui décrit l'état de notre système évolue en fonction du temps. Donc on peut poser un certain nombre de contraintes. Et donc
une des contraintes, c'est que si on a si on a un état qui est pas étalé sur l'espace, alors il faudrait que il suive l'évolution classique qu'on attendrait. Ensuite, il faut que l'évolution en temps conserve la probabilité totale de trouver la particule, parce que il faut que l'intégrale de la distribution de probabilité fasse 1. Et ensuite, on voudrait que l'équation soit de premier ordre en temps et qu'elle soit linéaire. Par exemple, les équations de Maxwell sont linéaires et montrent des effets d'interférence intéressants. Et ça implique que la somme de solutions, c'est encore une solution, etc. Et les contraintes 3 et 4 nous donnent déjà la forme de l'équation de Schrödinger. Donc, parce que la linéarité impose que le second membre, c'est juste un opérateur linéaire appliqué à la fonction d'onde. Et le fait que ce soit en premier ordre en temps implique que le premier membre, en fait, c'est juste une dérivée en temps de la fonction d'onde. Et le facteur I fois H bar, en fait, c'est juste une convention. Et donc maintenant, on peut regarder ce qui se passe pour que la probabilité soit conservée. Et un calcul simple, à peu près, montre que H doit être un opérateur hermitien pour que la probabilité soit conservée. Et une particule, en fait, il y a en plus une conservation locale de la probabilité, qui est qu'une particule peut pas disparaître à un endroit et réapparaître à un autre. Et donc maintenant on sait à quoi ressemble cette équation, mais on ne sait pas ce que c'est cet objet H. Et en fait, cet objet H, un peu mystérieux, il est connu de la mécanique classique, c'est la fonction de Hamilton, donc qu'on transforme maintenant en opérateur de Hamilton en utilisant nos opérateurs P et R qu'on a définis avant. Et ensuite, on peut étendre ça au champ magnétique. On peut montrer que notre théorie est à peu près cohérente avec la mécanique newtonienne, donc avec le théorème d'Ehrenfest. Et donc, ces équations sont presque les équations de Newton pour le centre de masse de la particule. Parce que ça, c'est l'espérance de la quantité de mouvement, ça c'est l'expérience de la position, et ça ressemble vraiment à l'équation classique. Donc la vitesse, c'est juste la quantité de mouvement divisée par la masse, et ici on prend la moyenne sur la force. Donc la force, c'est le gradient du potentiel. On prend pas la force au centre de masse. Mais par contre, si on a un paquet d'ondes qui est très restreint en espace, en fait, on peut faire cette approximation. Et maintenant, il ne reste plus qu'à expliquer que ces centres masses sont bien définis, et ça, c'est quelque chose avec quoi on a encore des difficultés en ce moment. Donc vous posez pas trop de questions, c'est pas grave. Et maintenant, vous vous demandez certainement comment est-ce qu'on résout l'équation de Schrödinger, ou alors vous voulez plus rien savoir à propos de la mécanique quantique. Donc on peut faire une hypothèse de séparation. Vous avez si on pose que notre fonction d'onde en fait est une partie temporelle multipliée par une partie spatiale, on peut écrire en fait on peut écrire la forme de l'équation de Schrödinger, et en fait on a du coup une nouvelle forme de l'équation de Schrödinger sous forme d'un problème aux valeurs propres, et donc on peut écrire la solution générale sous cette forme là, et
Et donc on a les états propres de l'opérateur hamiltonien qui sont simplement des états d'énergie fixés. Et donc maintenant, l'histoire des mesures et du chat de Schrödinger, et donc où on ne sait pas que si le chat est vivant ou mort tant qu'on n'ouvre pas la boîte. Et donc si on mesure le chat, alors il est mort, donc on a vraiment tué le chat avec notre curiosité. Et donc la partie importante, c'est que la mesure quantique est probabiliste et qu'elle change en fait l'état du système. Je vais passer au-delà de tout ce qui est plusieurs particules. On peut décrire plusieurs particules. Et je vais juste vous montrer les axiomes de la mécanique quantique rapidement. Donc les lisez pas trop en détail, c'est juste un résumé. Et donc ce qui parle de plusieurs particules, c'est l'axiome 7, qui dit que si on échange les coordonnées de deux particules, la fonction d'onde change juste par rapport au signe. Et ensuite, il y a en plus une notation en mécanique quantique qui s'appelle la notation bracket, et où on écrit en fait les états par les valeurs propres. Et donc on regarde les vecteurs par rapport à justement la valeur propre à laquelle ils correspondent. Et donc un vecteur, on peut souvent l'écrire soit en fonction de ses coordonnées, soit l'écrire sous forme d'inquiète, donc en parlant uniquement en valeur propre. Et on peut aussi considérer son adjoint, de façon à ce que si on le multiplie si on applique cet adjoint à un vecteur, ça nous donne simplement le produit scalaire. Et enfin, si on applique un opérateur à ce vecteur, on peut écrire simplement une décomposition matricielle de cet opérateur à l'aide de cette notation bracket. Maintenant pour les applications. Donc la première est assez intéressante et assez marrante. Donc il manque une slide, désolé. Donc la première, c'est un effaceur quantique à la maison. Donc si vous encodez l'information sur la double fente qu'on a vue avant, en fait vous perdez la figure d'interférence. Et donc on peut utiliser un filtre polarisant, donc horizontal et diagonal, et vertical. Et donc on sait que d'après la physique classique, ça va pas faire de figure d'interférence. Et si ensuite on rajoute un filtre diagonal, on va retrouver l'interférence. Donc maintenant, juste que vous l'ayez vu, on peut résoudre l'oscillateur harmonique en mécanique quantique. Et si vous pouvez résoudre cet oscillateur harmonique dans une théorie, c'est que vous pouvez aller à peu près partout. Et donc c'est résolu à l'aide de ce qu'on appelle les opérations de création et destruction. Et donc ça permet d'écrire les équations beaucoup plus simplement que si on avait à résoudre directement les équations de Schrödinger. Et donc on peut déterminer la fonction d'énergie la plus faible. Et ensuite, en utilisant l'opérateur de création, on obtient les autres opérateurs, les autres états propres. Ensuite, il y a l'effet tunnel dont vous avez certainement entendu parler, qui veut dire que en mécanique quantique, une barrière de potentiel trop haute pour que la particule la pénètre n'empêche pas la particule de passer, mais elle fait simplement en sorte que la probabilité de trouver la particule à cet endroit-là décroît exponentiellement en fonction de la distance. Et donc, ça veut dire que si on essaye de comprimer une particule dans un petit espace, alors sa quantité de mouvement doit être importante parce que la particule a plus d'énergie.
Et donc, il y a ce mythe qui est que l'effet tunnel permet aux particules de se déplacer instantanément. En fait, c'est pas vrai, désolé. En fait, c'est juste que l'état de la particule est étendu de toute façon et parler d'une vitesse de particule, en fait, c'est pas bien défini en mécanique quantique. Et étant donné que l'équation de la mécanique quantique est pas relativiste, il n'y a rien qui l'empêche de se déplacer à une trentaine de fois la vitesse de la lumière, par exemple. Ensuite, une autre propriété de la mécanique quantique, c'est l'intrication. Donc ça, qui explique que notre univers, en fait, n'est pas local. Et donc ça veut dire on peut créer un état fait de 2 degrés de liberté d'atomes qui permet qu'une mesure sur une particule permette de déterminer l'état sur l'autre particule. Et donc ça a été décrit la première fois par un papier de Einstein, Podolsky et Rosen qui ont trouvé un contre-argument en fait, qui disait que la mécanique quantique pouvait pas avoir de sens à cause de ça. Mais en fait, c'est quelque chose qui existe et ça a été mis en évidence maintenant de manière observationnelle. Et en plus de ça, il n'y a pas de variable cachée. C'est-à-dire que le résultat d'une expérience n'est jamais déterminé avant. Et c'est vraiment bizarre, mais en fait, on peut montrer qu'il n'y a pas de variable cachée et il y a des expériences qui ont montré qu'il n'y a pas de variable cachée. Et, donc le mythe, c'est que il y a un autre mythe, c'est que l'intrication permet de transférer de l'information instantanément entre deux sites. Et en fait, on peut démontrer un théorème qui dit qu'on ne peut pas échanger d'informations plus vite que la lumière via des particules intriquées. Mais en fait, on peut pas non plus communiquer avec. On peut juste faire du bruit corrélé avec. Et en fait, c'est ce qu'utilise la cryptographie quantique. Et maintenant, vu que c'est un congrès de hackers, donc quelques remarques à propos de l'information quantique. Donc un qubit, c'est un système à 2 états, 0 et 1, comme un bit. Mais maintenant, on autorise n'importe quelle superposition des 2 états. Donc ça, c'est ce que nous permet la mécanique quantique. On peut toujours superposer des états. Et les ordinateurs quantiques sont assez mauvais pour la plupart des tâches informatiques. Et donc, même si on arrivait à avoir des ordinateurs quantiques, ils seraient jamais aussi performants que les ordinateurs qu'on a actuellement. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est qu'ils sont beaucoup plus efficaces dans certaines tâches. Par exemple, factoriser des nombres premiers et des problèmes de ce genre-là, qui risquent de rendre complètement caduque en fait la cryptographie à clé publique. Et on peut pas vraiment s'imaginer comment est-ce que la cryptographie quantique fonctionne, mais on peut le décrire mathématiquement. Et donc la cryptographie quantique, en fait, elle résout le même problème que l'échange de clés Diffie-Hellman. Mais on a toujours besoin de certaines choses parce qu'on peut générer une clé, mais on peut toujours pas détecter une attaque de type man in the middle avec quelqu'un au milieu sans avoir un secret partagé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les implémentations commerciales pour l'instant sont susceptibles à des attaques par canal dérivé. Et par exemple, pour des fibres optiques, on peut utiliser des effets de polarisation et ce genre de choses. Et enfin, quelques références. Et la première référence est vraiment difficile. Et n'essayez que si vous avez lu les 2 autres.
La deuxième, la deuxième et la troisième sont en allemand, mais elles sont très accessibles. Donc, vous pouvez trouver ces livres et les lire, ça serait très intéressant. Merci pour votre attention et je vais répondre à vos questions maintenant. Thank you, Sebastian. Well, do we have questions? And don't be afraid to sound naive or anything. I'm sure if you didn't understand something, many other people. Donc soyez sûr que si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à poser des questions et n'ayez pas peur de poser des questions. Et ne vous en faites pas si vous n'avez pas compris la mécanique quantique. Il y a des physiciens qui ont dit qu'on ne pouvait pas comprendre la mécanique quantique, qu'on pouvait juste l'accepter, c'est beaucoup trop compliqué. Donc vous pouvez expliquer si vous mesurez un système, ça change l'état du système. Et comment c'est défini où est-ce que comment c'est défini à quel endroit le système finit, à quel endroit le système de mesure commence et du coup est-ce que l'univers a un état, qui mesure l'univers, comment ça se passe? En fait, c'est pas comme ça, c'est qu'on a un effet qui s'appelle la décohérence, donc qui vient que en fait l'état se brouille par les interactions entre les particules et donc en fait le résultat de l'interaction entre la particule et l'appareil de mesure sera complètement aléatoire à cause de ça. Mais c'est vraiment la question importante parce qu'on ne sait pas, en vrai. On sait que la décohérence fait que tout se passe bien, mais ça répond pas vraiment à la question. Et en fait, c'est la source en fait de toutes les questions à propos de l'interprétation de tout ce que donne la physique quantique. Donc est-ce que vous pourriez commenter votre point sur la théorie? Je comprends pas ce que vous essayez de dire. Est-ce que vous étiez en train de montrer qu'on ne peut pas comprendre la mécanique quantique sans les mathématiques ou quelque chose comme ça? Non, oui, effectivement, vous ne pouvez pas comprendre la mécanique quantique sans les mathématiques. Mais en fait, je voulais montrer aussi que les mathématiques impliquées sont à peu près accessibles. Donc je ne veux pas vous dire que n'importe qui peut les comprendre, mais juste vous donner une petite introduction pour savoir où chercher. Du coup, vous étiez en train d'essayer de convaincre les gens qui sont un peu ésotériques qu'ils ne comprennent pas la théorie parce qu'ils ne comprennent pas les mathématiques. Donc moi, je comprends les mathématiques, j'étais juste intéressé par ce que vous voulez. Donc la réponse, c'est je suis juste intéressé par la théorie. Hi. So I know the answer to this question is. And you go a little bit closer to the microphone, maybe move it up. So I know the answer to this question that. Donc je sais que la réponse à cette question, c'est Les atomes se comportent de façon aléatoire. So are. C'est que les atomes se comportent de façon aléatoire. Donc, est-ce que c'est que les atomes se comportent aléatoirement ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'explication pour le comportement aléatoire de la radioactivité? En fait, la radioactivité, c'est quelque chose d'aléatoire. Et si on voulait rendre compte de toute l'évolution des systèmes radioactifs, il faudrait considérer tout l'espace avec leur interaction avec cette particule et on aurait une fonction d'onde qui serait gigantesque. Et en fait, en mécanique quantique, le problème c'est que ça ajoute des dimensions à notre problème et donc ça explose assez vite.
Et donc c'est difficile de prévoir la décroissance radioactive à partir de la mécanique quantique. Mais il y a quand même une expérience qui a l'air d'avoir trouvé comment faire une décroissance, une décroissance à la demande d'un atome. Donc en fait, vous pouvez envoyer des rayons gamma sur les atomes et d'une certaine façon, ça réduit la durée de vie de votre atome. Du coup, vous êtes en train de dire que si vous connaissez les conditions de départ et vous savez ce qui s'est passé un peu après, on pourrait arriver à... Est-ce que... En fait, vous êtes dit que, en gros, on a l'impression que c'est aléatoire parce qu'en fait, c'est extrêmement complexe ou... Est-ce que... Bon, vous repenserez à cette question un peu après et vous pourrez essayer de la reposer et de la reformuler. Donc, on a une question d'Internet. Donc l'état de base de BEH2 a été calculé en utilisant un ordinateur quantique. Et donc ça veut dire que il y a des problèmes de mécanique quantique qui peuvent être résolus avec des ordinateurs quantiques. Et donc la réponse est oui. C'est un des intérêts en fait des ordinateurs quantiques, c'est que Feynman a montré qu'on peut plus facilement simuler des phénomènes quantiques à l'aide d'un ordinateur quantique parce qu'un ordinateur classique aurait besoin de beaucoup plus de données et ça exploserait assez vite. Mais oui, effectivement, la simulation quantique, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de vrai et on en a besoin. Donc au tout début, vous avez dit que la théorie, c'est un rassemblement de propositions interdépendantes. Et du coup, quand une nouvelle hypothèse est faite, elle peut être confirmée par une expérience. Du coup, est-ce qu'une hypothèse elle peut être confirmée ou elle ne peut pas, elle peut être infirmée par une expérimente? Donc l'expérience confirme une observation dans le sens où elle ne l'infirme pas. En fait, on n'a rien sur l'état du monde en dehors de la physique. On a juste des hypothèses sur comment expliquer le monde. On peut pas dire que les particules élémentaires existent au sens où on peut dire que vous et moi on existe parce qu'on peut pas les voir, mais par contre on peut utiliser ça comme des outils de description. Et ça c'est ma position personnelle sur la philosophie des sciences. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Or maybe superposition. By the way, so on the matter of collapsing. Donc à propos de la réduction de la réduction du paquet d'ondes. Donc en partant de l'interprétation de Copenhague, donc qui a été étendue par le concept de décohérence. Est-ce que la décohérence inclut aussi justifie aussi l'interprétation de Gimini, Rivardi, Weber. Je connais pas cette interprétation. Et je pense qu'il y a du travail intéressant là-dedans, mais je pense que c'est pas vraiment pertinent parce que on peut pas vraiment donner des valeurs ontologiques à nos théories physiques. Et donc ces interprétations ont pas vraiment d'objet. Elles nous aident juste à rationaliser tant qu'elles ajouteraient à la théorie. Donc c'est un peu l'approche de Popper.
Désolé pour d'être un extrémiste. Someone just left from microphone one. I don't know if they want to come back. I don't see any more questions. Does the Signal Angel have anything else? Yes. Signal Angel, do you have something? No. Okay, then. Bon, il semblerait qu'il y ait pas d'autres questions. Ah si, une question macro 4. Donc peut-être une question un peu noob, mais est-ce que les probabilités... Est-ce que les probabilités de la mécanique quantique sont quelque chose de la nature, ou est-ce qu'on va avoir la science plus tard va déterminer des valeurs précises pour tout ça? Donc Everett pense que toutes les possibilités se passent et en fait en jetant un œil à nos observations, en fait on choisit un des univers possibles, et donc ça impliquerait que tout apparaît de façon déterministe. C'est juste qu'on peut pas accéder à certaines des valeurs. Donc c'est plus une question de philosophie que de science pour moi, pour l'instant. Anything else? I don't see any people lined up with microphones, so last chance to run up now. Well then, I think we'll be closing this and have a nice applause again. Donc voilà, ça va être la fin. Applaudissez et voilà, c'est terminé. Donc merci beaucoup et j'espère que j'ai pas fait plus de...